Vincent, bienvenue sur le podcast. Comment tu vas? Ouais, très bien, et toi? Super. Pour le contexte, pour ceux qui ne regardent pas la vidéo, bah déjà, allez regarder la vidéo. Ça se passe sur YouTube, ça se passe sur Spotify. On est dans quel parc? On est sur Jardin des Plantes, Jardin des Plantes, au Grand Rond à Toulouse. Toulouse. Donc voilà, je suis en déplacement et on s'est dit, on prend un petit moment aujourd'hui. Enfin, je nous ai dit, Oui, et tu? j'ai dit, on va se poser un petit moment. On avait eu un premier podcast ensemble. Ouais, Donc pour ceux qui ne l'ont pas visionné, allez regarder le premier podcast avec Vincent. Je me rappelle, tu étais en train de marcher dehors dans ta cour, si je me trompe pas, c'était la galère. Ouais, ouais. au niveau du son. Pas de connexion, pas de micro. Donc, on a optimisé les choses. On a un micro, on a une caméra, on est ensemble, donc c'est encore mieux. On avait eu une super conversation à Nevers, Mm. après la dernière table ronde qu'on avait donnée ensemble. Ouais. Avec Sylvain aussi, c'est ça? On était avec Sylvain? Euh, Non, on était avec Didier. Didier Ress. on était nombreux à ce moment-là. La dernière table ronde qu'on a fait ensemble. Tu sais, Ah quand oui, on est resté à c'était discuter avec après. Sylvain, je crois. Ah non, non, ah, je sais plus, j'ai oublié. Moi, je dirais Didier. Je crois que c'était avec Didier Ress. Bah, tu dis C'est lui qui Didier, menait moi le je dis truc. Sylvain. Je crois qu'avec Sylvain, c'était une autre. C'était Et, plutôt dans le week-end. Enfin, et bref. celui qui perd, il offre une chocolatine à l'autre. C'est ça, voilà. Donc, on verra qui a raison tout à l'heure. J'avais plusieurs sujets non sportifs dont je voulais parler avec toi. Le premier qu'on avait mentionné durant cette conversation justement qu'on avait eue après notre table ronde, c'était le lien entre les émotions et notre système digestif. Ouais. Donc déjà, juste sur ça, fais-nous un petit préambule sur le sujet. Oh, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un guet-apens. C'est le guet-apens intellectuel. Ouais. Alors pour les gens qui nous écoutent, je n'ai pas rien préparé, donc je vais être beaucoup moins affûté sur le sujet. Les émotions et le système digestif, il y a beaucoup de choses à dire. Quel est le lien entre notre système digestif et nos émotions? On va dire que vous avez le cerveau qui génère des émotions, vous avez la paroi intestinale qui contient des neurones qui génèrent des émotions, vous avez les bactéries de la flore intestinale qui génèrent des émotions. Chacun ont des rôles assez précis, si je me rappelle bien. Le cerveau, il est plus dans la gestion. Euh, le, la flore intestinale est plus dans la création de contenu. Ok. Et la paroi, pour le coup, je me rappelle plus très bien, mais c'est un truc entre les deux, il me semble. Il fait le pont entre la flore et le vide qui sépare nos deux oreilles. Quand tu dis qu'on a des neurones dans la paroi de l'estomac, Ouais. je pense que, alors pour quelqu'un comme toi qui est super calé en nutrition, c'est, je pense, monnaie courante, mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'on entend à tous les coins de rue. Est-ce que tu peux étendre un petit peu sur ce sujet-là pour commencer? Euh, Comment ça se fait qu'on ait des neurones dans l'estomac? alors le pourquoi, je sais pas. D'accord? Ça, j'en sais rien du tout. Je pense que ouais. Il y a des connexions synaptiques entre le cerveau et l'endothélium. Mhm, Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a des neurones sur la paroi intestinale. mhm. Mais le pourquoi du comment, les explications, je pourrais pas trop te dire grand-chose parce que je n'ai pas préparé le sujet. C'est pas grave. Je vais avoir assez de questions pour qu'on arrive à une réponse à un moment donné. Maintenant, la chose qui m'est venue à l'esprit quand on disait ça, c'est en anglais, on dit gut feeling. Ouais, L'instinct, c'est littéralement le sentiment au niveau de l'intestin. Dans ouais. quelle mesure il y a un lien entre ces choses-là, ou est-ce que tu penses que c'est un dicton ou une phrase qui est pertinente ou qui est fondée dans quelque chose de vrai, on va dire? Alors, c'est ma perception des choses. Donc, ce que je le dis juste, je n'implique pas la science sur le sujet parce que j'ai pas assez de recul bibliographique sur le sujet. Ouais. Ce que je crois, d'après ce que j'ai lu, d'après mes connaissances dans le domaine, c'est que, euh, en gros, le cerveau se comporte de manière bayésienne. Donc, du coup, il fait des calculs pour optimiser, pour faire des calculs de pondération. C'est-à-dire que, voilà, je veux manger du chocolat, d'accord, mais il faut aller le chercher dans le magasin. Donc, du coup, je fais des calculs de coûts. Manger du chocolat, ça va me coûter tant. Il faut que j'aille dehors, il pleut, c'est casse-couille. Mais, par contre, c'est très, très, très bon.
Et donc, par un calcul de probabilité et de pondération bayésienne, du coup, il arrive à décider au final si on va y aller ou non. Mm. Il semblerait que le cerveau fonctionne comme ça. Donc, c'est un outil extrêmement utilitariste pour vraiment pour simplifier. De l'autre côté, on a la flore intestinale et peut-être dans une proportion également les neurones qui se trouvent dans l'endothélium, qui, eux, les bactéries, elles sont juste là, elles répondent à des stimuli pour leur propre reproduction et leur propre bonheur à elles. Donc, on vient en symbiose avec elles, mais elles ont leur propre route, on va dire. Donc, du Propre coup, but. leur propre objectif, entre guillemets, Ouais, ouais, collectif, même ouais, si le terme est un peu fort, hein. ouais. Et du coup, il se peut très bien que l'on- elles nous poussent à manger un truc où elles nous disent, ouais, j'ai faim, j'ai envie de sucrer, je génère des pulsions dans une direction plutôt que dans une autre, et que ça vienne biaiser, du coup, la prise de décision de notre cerveau. Mm. Et la dualité entre le pragmatisme utilitariste du cerveau et l'aspect purement émotionnel ou hormonal de nos bactéries pourrait peut-être, à mon sens encore une fois, expliquer cette espèce de combat interne qu'on a en nous entre essayer de trouver un juste milieu entre nos émotions et le pragmatisme, si ça fait sens ce que je dis. Ouais. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut pas aller faire les commissions ou les courses quand on a faim? Parce que c'est du coup nos bactéries qui vont décider un petit peu plus pour nous. Euh, Peut-être. Après, il y a d'autres processus hormonaux de toute façon quand on a faim, qui nous poussent à nous jeter sur le premier truc Mhm. qu'on a devant nous, et aussi l'appétence naturelle qu'on a pour le salé et le sucré. Donc, on va se jeter là-dessus automatiquement. Mais je pense que la meilleure chose à faire quand on a faim, c'est d'avoir prévu le coup avant. La raison pour laquelle je te demandais, est-ce que du coup, faut éviter d'aller acheter quelque chose ou aller acheter assez à manger pour la semaine quand on a faim et ce lien avec les bactéries, du coup, qui, comme tu l'as dit, ont dans une certaine mesure leur propre objectif. Ouais, Elles doivent s'alimenter pour se reproduire. ouais, Comme on en a parlé depuis quelques jours, là pendant mon déplacement, je mange virtuellement pas de glucides volontairement parce que je trouve que quand je perds de cette manière, j'ai plus d'énergie, j'ai moins envie de manger et ça me convient bien quand je me déplace. En tout cas, il semblerait que ça fonctionne assez bien pour l'instant. Et ce sentiment de j'ai faim, j'ai besoin de quelque chose, surtout en lien avec le sucre, disparaît virtuellement après plusieurs jours. Est-ce que c'est du coup ces bactéries qui meurent, qui ne sont plus aussi représentées? Qu'est-ce qui se passe à ton avis au niveau de la flore à ce niveau-là? alors sur ça exactement, par rapport à ce qui se passe au niveau de la flore intestinale, je ne pourrais pas te répondre. Après, je crois que ce que je te disais tout à l'heure, le fait qu'on ait la glycémie qui se régule considérablement lorsqu'on se met dans une situation où on mange peu de glucides et qu'au niveau cellulaire, il y a une protéine qui s'appelle la MPK qui soit énormément libérée et donc du coup qui a tendance à réguler les cellules sur un mode métabolique qui est la sobriété. Euh, Derrière, forcément, ça amène à calmer les signaux de faim au cerveau. Mhm. Quel est le chemin métabolique, donc par interaction chimique, entre ce qui se passe au niveau de la régulation de la glycémie, ce qui se passe par le cerveau, ce qui se passe par la flore, j'en sais rien. Ok. J'en sais rien du tout. Mais il y a peut-être quelque chose là-dessus. Après, il y a tellement, comment dire, la compréhension qu'on a du système endocrinien, la compréhension qu'on a du système hormonal, la compréhension qu'on a du microbiote, des interactions entre ces trois-là, des conséquences que ça peut avoir dans la cellule, qui elle-même, du coup, est en deux parties, puisque vous avez d'un côté les mitochondries, qui sont des organites qui vivent en symbiose avec nous, et ce qui se passe, du coup, au niveau des fonctions de la cellule, donc les interactions dans ce qui se passe dans le cytosol et le noyau, et les adaptations, parce que les cellules s'adaptent en permanence à tout ça, fait que c'est un bordel innommable, auquel je ne comprends presque rien. Voilà. Et auquel aussi la recherche, du coup, balbutie encore Mhm. beaucoup. Il y a plein de choses qu'on comprend bloc par bloc,
Mais par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un papier qui m'a fait pleurer du sang. Comme quoi, l'alimentation, donc le fait de manger des doubles cheeseburgers, des brocolis et du riz, euh, bon, l'alimentation crée des modifications épigénétiques dans les bactéries de la flore intestinale. Donc des modifications épigénétiques, ça signifie que leur génome s'adapte pour moduler l'expression de certaines enzymes, certaines protéines en elles, et donc moduler leur comportement. Et ces adaptations épigénétiques, dont le mécanisme est en soi très, 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 très complexe, il semblerait, en tout cas c'est ce que montrait l'étude, générer des modifications épigénétiques dans nos cellules à nous. D'accord. Et du coup, déjà que le domaine de l'épigénétique est un domaine qui est extrêmement compliqué. Le fait qu'on se rajoute la couche du microbiome fait que je pense qu'on en a pour encore des centaines d'années de recherche sur le sujet. Je vais vous donner un exemple là-dessus. Je crois que c'était en 2013. J'avais lu un papier où tout le monde était très content dans le domaine de la recherche parce qu'en gros, on s'était dit à l'époque, ouais, bon, ben, il y a 5000 protéines différentes dans les cellules en tout. Donc, ça veut dire qu'on peut faire un modèle mathématique avec 5000 variables. Mm. Donc, bon, c'est compliqué, mais peut-être que d'ici 20, 30, 40 ans, on devrait arriver à trouver des choses. Ça y est, c'est fini, on les a toutes trouvées, basta. Et en fait, non. Le génome, maintenant, on sait qu'il a entre 20 et 25 000 gènes, donc ça fait déjà 25 000 protéines de base. Sauf qu'en plus, par des facteurs de transcription, lorsqu'on recopie les gènes et qu'on va les copier donc pour créer des protéines, ça amène à des petites modifications potentielles qui font monter ce nombre à 100 000. 100 000, ça commence à être beaucoup, hein. Et j'ai pas encore parlé d'épigénétique, c'est-à-dire les modifications post-traductionnelles que sont capables de faire certaines protéines dans le noyau, sur le code. Et ça fait monter, ça multiplie encore par 10 le nombre de protéines possibles. Donc on estime qu'il y a au moins 1 million de protéines différentes faisables par le noyau dans chaque cellule du corps humain. Maintenant, pour donner un ordre de complexité. Quand vous essayez de gérer une relation de couple, c'est deux variables. Je crois que 99% ont du mal déjà avec ça. La météo, les modèles météorologiques, c'est entre 50 et 200 variables. D'accord? C'est pas beaucoup et C'est pas beaucoup et on n'arrive pas à ils sont savoir s'il rarement va dans le pleuvoir jour. dans 3 jours, tu vois. Et donc là, on a un système qui a plus d'1 million de variables. Donc il y a clairement des outils d'un point de vue mathématique ou juste conceptuel. Qu'est-ce que je fais qui nous manquent sur le plan scientifique pour appréhender des systèmes aussi complexes à l'heure actuelle. Et donc, bon, du coup, j'en reviens à cette histoire d'épigénétique, de microbiomes et compagnie. Vous vous rendez compte que déjà, juste à l'échelle d'une cellule, on ne comprend rien. On Hmm. sait extrêmement, enfin, on en sait plein de choses, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Si en plus, l'épigénétique, qui est un domaine qui est extrêmement riche et varié, qui est en pleine expansion, est elle-même modulée par des bactéries, il en existe 400 différentes dans l'intestin, qui elles-mêmes sont modulées d'un point de vue épigénétique par le double cheeseburger qu'on mange à midi, voilà, je suis dans ma vie est un drame perpétuel, hein. Alors, sur ce fond d'incertitude, d'incompréhension et de complexité, partons sur quelque chose qu'on connaît, Ouais, donc les mitochondries, quelque chose qui nous fascine tous les deux. ça c'est gentil, ça, c'est bien. On revient dans le droit chemin. Euh, on va commencer avec quelque chose de facile. Qu'est-ce qui te fascine le plus en pensant aux mitochondries? En pensant mitochondrie, euh, à la fois le pouvoir de bonheur métabolique qu'elles peuvent apporter à la cellule et leur pouvoir destructeur également. J'ai du mal à comprendre pourquoi, mais il y a plein de phénomènes liés à l'apoptose cellulaire, c'est-à-dire la mort programmée de la cellule, qui passent par les mitochondries, alors que, peut-être que c'est moi qui me trompe, mais d'un point de vue, disons, intuitif, je me dirais que l'apoptose cellulaire devrait dépendre de la cellule elle-même et non d'un organite qui a fusionné à elle. Oui, parce que, et ça, on peut peut-être étendre un petit peu sur le sujet, l'idée que les mitochondries ont leur propre ADN, Ouais, leur propre génome, c'est juste de dire ça, oui, oui, oui. propre génome, différent du nôtre, du coup, Ouais, qui est passé, si je ne me trompe pas, par la mère uniquement, ouais, c'est juste. c'est ça, ouais. Et comme tu le dis, c'est une bactérie à la base avec laquelle on vit en symbiose. Ouais, totale symbiose. Alors après,
Ça fait un petit moment. 3,8 milliards d'années. Hein. Ça date pas d'hier. Ouais. Mais le fait est que, au final, corrige-moi si je dis des bêtises, hein, sans elle, sans elle, on ne pourrait pas utiliser d'oxygène. En tout cas, d'après ce qu'on sait par rapport aux autres infrastructures qu'on a au niveau cellulaire, métabolique Ah oui, et autres, ouais. c'est la mitochondrie qui nous permet d'utiliser l'oxygène. Ouais, nous et la très grande majorité des êtres vivants sur Terre. Ouais. D'accord. Il y en a Ouais. qui peuvent utiliser l'oxygène sans mitochondrie? Ouais, Tu avais l'air d'en connaître une. on a discuté de ça juste avant. Il y a une petite, il y a un petit animal marin qui vit dans les fonds marins, tout au fond de l'océan. Donc, en plus, son quotidien, c'est des niveaux de pression qui sont infernaux, qui n'utilise pas d'oxygène. Mais par contre, elle a des potes, elle a des petites, d'autres tout petits animaux qui, eux, à eux 6, sont capables de, en gros, refaire plus ou moins le cycle de Krebs, donc utiliser correctement l'oxygène des fonds marins. Sauf que c'est des victimes, ces potes. Et du coup, elle, comme elle est un peu plus costaud, bon, après, c'est des petits organismes, hein, mais à ces niveaux de Spécial, profondeur, ouais, ouais. elle est costaud. Elle sert de bully, entre guillemets. Et donc, pour empêcher que ces petites victimes qui utilisent l'oxygène se fassent bully, elle les protège et en échange, elle récupère de l'oxygène. C'est un espèce de En échange de bons micro. procédés. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Donc, celle-là fonctionne sans oxygène de manière directe, mais indirectement, elles en ont quand même besoin. Elles en ont quand même besoin un petit peu, ouais. Ouais. Et donc, nous, sans elles, on ne pourrait pas utiliser l'oxygène. Moi, non. Et donc, du, tu parlais du bien-être cellulaire ou métabolique qui est engendré par ces mitochondries. Ouais. Comment tu le perçois à l'heure actuelle, cette interaction-là? Je le perçois par tout un tas de facteurs différents. Les mitochondries produisent par exemple de la MPK, qui est donc, j'en ai Tu l'as parlé mentionné tout avant, à ouais. l'heure, ouais. Ouais. Qui, comment dire? La MP quoi? C'est une hormone, c'est La MPK, on va dire que c'est une protéine une protéine, d'accord. qui est, Qui est un petit peu la protéine phare quand on parle d'endurance, par exemple. Si on parle d'adaptation à l'entraînement en endurance, en tout cas, de ce que j'ai pu lire, on parle souvent d'AMPK comme étant c'est peut-être pas la manière de mesurer certaines adaptations, mais la réponse à ce stimulus ouais. et la génération d'AMPK. En fait, la MPK, elle maximise la biogénèse mitochondriale, D'accord. et Donc la création de la nouvelles création de mitochondries. mitochondries, Ouais, et elle est stimulée par les entraînements basse intensité, d'accord. comme la zone 2. Aussi par Essentiel. la haute intensité, non? VO2 max, ce genre de choses qui a aussi un effet positif sur la biogénèse mitochondriale, mais du coup à une moindre échelle parce que tu peux pas en faire autant. Oui, voilà, c'est ça, oui, Ok, oui, ouais. Disons, ça maximise les effets voilà, à basse intensité. d'accord, ouais. C'est plutôt ça. Et elle a d'autres effets également. En fait, la MPK, elle est produite lorsque la cellule est dans un état de sobriété métabolique, c'est-à-dire qu'il manque des nutriments, on n'a pas assez de glucides, typiquement une situation où on mange beaucoup de viande, beaucoup de légumes et pas de glucides, ou bien du fasting, par exemple. Et cet état de sobriété métabolique a tout un tas de conséquences bénéfiques pour la cellule, notamment lorsque la MPK est libérée, par exemple. La MPK va sur les lysosomes. C'est quoi un lysosome? Un lysosome, c'est une espèce de petite vacuole qui se trouve dans les cellules, qui contiennent du matériel pour foutre des tartes métaboliques aux agents pathogènes. Euh, un lysosome, c'est John Wick. T'es Euh, en plein dans John Wick du ouais, coup. en ce moment, je travaille là-dessus, c'est pour ça. Vous avez plein de petites vacuoles différentes qui existent dans la cellule. Vous avez des endosomes, des lysosomes, des autophagosomes, des autolysosomes. Ils ont trouvé tout un tas de noms. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'en ce moment, les chercheurs sont même pas d'accord entre eux sur les noms. Bon, il faut que ces vacuoles servent en fait comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est des super autobus déboueurs, entre guillemets, qui permettent de recycler l'excès de radicaux libres générés par les mitochondries, qui permettent de Mm. recycler des morceaux de graisse en excès, des gouttelettes lipidiques, des protéines carbonylées ou carbamylées, c'est-à-dire en gros des protéines man-repliées à qui on a rajouté un bout de gras, des protéines glyquées. Quand vous faites un barbecue, c'est les lysosomes derrière qui nettoient au niveau cellulaire. Mm. Voilà, ce genre de choses. Et donc, comme ça les nettoie, ça permet de maximiser l'efficacité métabolique de la cellule. Et comme la cellule maximise son efficacité métabolique, elle tient plus longtemps dans le temps.
Et donc, il n'y a pas besoin de la remplacer. Et comme il n'y a pas besoin de la remplacer, il n'y a pas besoin d'utiliser les cellules souches pour se diviser et remplacer la cellule en question. Et donc, ça allonge l'espérance de vie Donc, toi et la qui santé. t'intéresses de manière très pointue au vieillissement, Ouais. est-ce que tu verrais du coup la mitochondrie, les mitochondries, comme, comme joueur important dans le vieillissement? Bah, à ce niveau-là, c'est plus un joueur, hein, c'est LeBron James, hein. C'est le, Le... le Non, GOAT. je vais expliquer pourquoi. Le... Les marqueurs de vieillissement cellulaire à l'heure actuelle, c'était vrai jusqu'à décembre là, 2022. Il y en avait 9. Maintenant, depuis 2023, il y en a 12. Qui c'est qui c'est qui est venu nous en rajouter trois? Ah, en fait, c'est parce qu'il y en a deux qui sont. Il y en a un, je me rappelle plus ce que c'est. Ah si, il y en a un, c'est l'autophagie cellulaire. Ouais. Donc c'est les trucs avec lysosomes et compagnie. Mm. Bon, c'est assez logique en fin de compte. Euh, Les deux autres, qui ont été rajoutés, c'est la dysbiose. Donc la qualité de la flore intestinale. Enfin, la dysbiose, ça veut dire le fait que la flore intestinale ne vit plus en harmonie avec son hôte. Mais Est-ce que c'est la l'antonyme de symbiose? symbiose, ouais, tout à Ouais, fait, voilà. d'accord. C'est ce que je cherchais le symbiose, mais je n'arrivais plus à trouver le Ouais. terme. Et le troisième marqueur qui a été rajouté, c'est la voie de signalisation de l'inflammation. Mais je n'ai pas encore recherché des trucs là-dessus, donc je ne peux pas t'en dire grand-chose. Ok. Sur les 12 marqueurs, il y en a 5 qui sont vraiment fondamentaux. Vous avez tout ce qui va être les altérations de l'ADN, forcément. Donc les dégâts faits sur l'ADN directement. Vous avez les altérations épigénétiques, dont on a un tout petit peu parlé avant. Et c'est très compliqué ça. Et à l'heure actuelle, on n'en sait pas grand-chose encore. Enfin, on en sait plein de trucs, mais on ne sait pas grand-chose. Vous avez la protéostasie, c'est-à-dire c'est l'homéostasie interne concernant les protéines dans la cellule, qui est un sujet très complexe parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus d'un million de protéines différentes et donc ça fout le bordel. Donc un, 2, 3. Vous avez la taille des télomères, qui est une espèce de petit bout de colle qui se trouve de l'ADN, Chromosome. ouais, des chromosomes, ouais, et qui, en fait, à chaque fois qu'il y a une division cellulaire, il y a ce bout de colle, il y a un bout de colle qui part. Et donc, au bout d'un moment, quand il n'y a plus de colle, bah, du coup, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une division cellulaire, on mange du code de l'ADN. Donc, c'est-à-dire que la cellule ne pourra plus faire son boulot correctement. Et donc, c'est le bordel. Il y a tout un tas de choses rigolotes qui se passent à ce moment-là. Et le cinquième, c'est l'autophagie, du coup, la macrophagie. Et dans les cinq, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ces 5 marqueurs, ça a un impact négatif sur les mitochondries. Mais à l'inverse, le fait d'avoir des mitochondries fonctionnelles permet, en un sens, de mieux gérer les dégâts provoqués sur ces 5 marqueurs-là. Donc, dans tous les cas, les mitochondries ont un rôle primordial pour notre santé et notre longévité, qui sont deux choses différentes. Comment est-ce qu'on maximise le développement de nos mitochondries? Alors, en mai 2022, j'ai découvert une chaîne qui s'appelle Upside Strength, qui, qui explique en long, en large, en travers comment on fait. Mais, alors, c'est pas spécialiste, là, Qu'est-ce que tu en as compris? zone 2. Zone 2, hashtag zone 2, hashtag team zone 2, hashtag vie ma vie de zone 2. Voilà. Euh, la maximisation des mitochondries passe seulement par l'activité physique et la zone d'effort la plus adaptée pour maximiser leur nombre, c'est la zone 2. Est-ce que d'un point de vue évolutif, tu penses que ça a du sens? Et la raison pour laquelle je te pose cette question, c'est la manière dont je nous vois l'être humain il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, en tout cas, voire beaucoup plus, comme tu me le rappelles souvent. C'est que on bouge certainement beaucoup, on est tout le temps dehors, on est tout le temps en mouvement, en fait. Ouais. Et le mouvement qui est, la zone 2, c'est rien de plus que le mouvement de manière contrôlée et de manière et qui va être prolongé dans la durée également. Mm. Est-ce que tu penses que d'un point de vue évolutif, c'est lié? Qu'est-ce qu'il y a Le fait que eh ben, si tu es actif physiquement, tu as de grandes chances d'être en bonne santé. Oui. Oui. Comment est-ce que je peux expliquer ça? Ah là, tu me dis. Il va me falloir 2 minutes hein, de réflexion quand même, Apprends, hein. prends. J'aime bien te Euh, mettre des cols. C'est pas facile de te mettre des cols.
Je ne sais pas trop par quoi commencer. Alors, je vais essayer de commencer par ça. Ça risque Mhm. d'être un peu long, la digression, mais ça va faire sens au bout d'un On moment. est là un moment. De toute façon, ceux qui sont pas là pour ce genre de trucs, ils peuvent aller faire autre chose. Oui, c'est vrai, ouais. On n'est pas, On n'est pas là pour être ici, hein. on n'est pas là pour faire plaisir. Moi, Euh, j'apprends des trucs. Si les autres y suivent, c'est bien. Sinon, désolé. Il y a assez d'autres vidéos à aller regarder de toute façon. nos très vieux ancêtres, donc avant Homo sapiens, donc on va dire, on va prendre les chimpanzés, les gorilles et compagnie, Mhm. ils ont une proportion de fibre 2, fibre rapide, qui est extrêmement importante. Mhm. C'est 70%, je crois, la proportion. C'est-à-dire qu'en gros, ils vous mettent une tarte, vous mourrez, et en plus, quand vous arrivez au paradis, vous mourrez une seconde fois. OK? Et à part ça, pour ceux, sans rigoler, parce que c'est pas drôle, mais quand tu regardes la force qu'a un singe, même de petite taille et Ouais, à poids réduit, il te décompose en fait. ouais, C'est même pas drôle. ouais, À quel point ces trucs-là sont des tueurs à gages. complètement. Si on avait un iota de ce qu'ils ont en termes de capacité, après j'ai d'autres questions là-dessus, on y reviendra. Pardon, je te laisse continuer ta digression. Non, non. Bon, et du coup, alors comment est-ce que faudrait que je raconte ça sous forme d'histoire? En gros, il y avait une tribu de singes et ils mangeaient que des légumes, des racines et compagnie, des plantes. Hein, c'est le mode alimentaire de nos ancêtres de cette époque-là. Et certains se sont mis à manger. La conséquence, pardon, de ça, c'est qu'ils ont un système digestif qui est très long, parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de temps pour péter la cellulose de ces plantes-là et récupérer une quelconque forme d'énergie. Comme les vaches ont trois estomacs. Ouais, ça, c'est un exemple extrême Ouais. où c'est les koalas qui mangent qui Des mangent feuilles des de. feuilles d'eucalyptus ou Ouais, de je c'est sais pas ça. Ouais. quoi. C'est ça. Et donc, ils ont une quantité de calories qui est extrêmement infime. Bon. Donc, du coup, ils passent leur journée à faire la sieste et à péter parce que ça prend du temps. Mais par contre, s'ils doivent mettre une baffe à quelqu'un, c'est fini. Sauf que, avec les années, pour différentes raisons, mais j'en aurai peut-être plus tard si ça t'intéresse, Mhm. ils se sont mis à diversifier leur alimentation et à manger un peu plus de produits carnés, donc des petits animaux, des poissons, des trucs comme ça. Ça a apporté des protéines facilement accessibles, parce qu'il n'y avait plus besoin de péter des cellules, des fibres pour y avoir accès, et plus digestes aussi. Mhm. Donc, plus d'énergie, moins de temps pour péter et pour faire la sieste. Donc, on va explorer. L'exploration mène au fait, du coup, à devoir, par nécessité, être plus endurant, donc être moins fort physiquement. Donc, des adaptations mitochondriales. Les fibres lentes de type 1 ont beaucoup plus de mitochondries que les fibres rapides de type 2. Et donc, par un processus lent d'exploration, on s'est redressé, on a amélioré notre vue, on a amélioré notre métabolisme axé sur les glucides et sur la viande. On a perdu notre force liée aux fibres, à la proportion de fibres de type 2. Le redressement a aussi créé des modifications au niveau crânien, qui fait que du coup, on a le cerveau qui a grossi, on est devenu plus intelligent, disons, d'un point de vue cognitif. Et de millions d'années en millions d'années, on en est arrivé à nous, c'est-à-dire des créatures extrêmement adaptées à l'endurance, pas très fortes d'un point de vue physique, extrêmement adaptées à la biogenèse mitochondriale, extrêmement aussi adaptées du coup à l'absorption des glucides, du gras et de la viande, en plus évidemment de l'héritage de nos ancêtres qui étaient les plantes. Et la conséquence de ça, c'est que pour être en bonne santé, d'après la pression sélective qui a occurré au cours des millions d'années qui nous ont précédés, il faut manger un peu de tout ça. Donc, ni avoir un régime purement à base de plantes, ni avoir un régime purement à base de viande, encore moins un régime à base surtout seulement de glucides. Il faut un mélange de tout pour être en bonne santé et maximiser les effets au niveau cellulaire de la bonne santé cellulaire. À partir de quel moment ça devient contre-productif de continuer à développer ces mitochondries? Je prends l'exemple extrême des cyclistes professionnels. Il y a des papiers très, très intéressants de Inigo San Milan, par exemple, où il compare différentes réactions métaboliques donc à différentes intensités. Donc, un test par palier avec quelqu'un qui souffre d'un syndrome métabolique, quelqu'un de modérément actif et des cyclistes pro. Ah oui, Et j'ai tu vu ce vois papier. tu Ouais. vois la différence de courbe en termes d'oxydation des graisses, en termes d'accumulation de lactate dans le sang. Et donc, on peut corréler ces deux choses à la capacité mitochondriale de manière générale. Ouais. En gros, plus tu as de mitochondries,
plus tu vas pouvoir utiliser de graisse du fait que tu as moins d'activation de la glycolyse Ouais. et tu vas aussi du coup moins produire de lactate à une intensité donnée et pouvoir pousser beaucoup plus fort, beaucoup plus loin et être beaucoup plus endurant. Quel est à ton avis, si quelqu'un, prenons par exemple la tangente de la longévité. Donc on se dit, voilà, moi je veux vivre le plus longtemps possible et je veux avoir une qualité de vie la meilleure possible. Est-ce qu'il y a un plafond supérieur à tes capacités d'endurance que tu devrais développer à ces fins de longévité et de qualité de vie? Alors, par rapport à la quantité de mitochondries, je suis pas sûr qu'il y ait un seuil supérieur. Je pense que le seuil sup, il arrive simplement parce qu'à un moment donné, d'un point de vue structurel, au niveau des tissus, les contraintes mécaniques font que du coup, on surinflamme trop le système pour créer des adaptations. Parce que l'inflammation, c'est pas quelque chose de négatif en soi, c'est juste une manière de signaler pour l'organisme qu'il y a un truc qui ne, pas forcément ne va pas, mais un truc qui doit être équilibré, un retour à la méostasie qui doit être opéré, qui doit être fait quelque part pendant une certaine durée. Mhm. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait un seuil supérieur, à part le fait peut-être que ben, la limite qu'on a personnelle en termes d'adaptation, quoi. Combien de temps tu as pour t'entraîner? Combien de temps tu as d'entraîner? Et puis peut-être que certaines personnes sont capables de faire 35 heures de zone 2 à leur max. Admettons qu'ils sont dans une prison de rêve, non, pardon, un hôtel de rêve, Pour avec que certains, des bikers. pour certains, c'est la mort. Dans le temps, c'est la mort, voilà. Pour les haltérophiles et les forceux qui nous écoutent, peut-être que c'est l'enfer. Ouais, T'as que des bikers et tu peux pas sortir. T'as rien d'autre. ouais, parce que oui, là, nous, on voit ça que sous l'angle des mitochondries, mais peut-être que c'est vrai que sous l'angle de la psyché, c'est moins bien. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont capables d'encaisser plus facilement 40 heures de zone 2 et d'autres qui ne peuvent pas en encaisser plus de 10 dans la semaine. Ouais. Est-ce que je pense qu'il y a une prédisposition génétique aussi au niveau du type de proportion de différents types de fibres? Parce que ça, il y a une variation quand même assez importante Tu peux dans la créer, population. ouais, mais tu peux créer des adaptations épigénétiques, donc Ouais, moduler ensuite la nature de tes fibres par l'entraînement. Là, il y a une bonne plasticité par rapport à ça. ouais. Alors, c'est sûr qu'à haut niveau, ça joue, hein, mais T'as regardé un peu ce sujet en détail sur la transition de différents types de fibres selon différents stimuli d'entraînement? alors, je crois que ce que j'avais vu, c'est que, attends, c'était quoi déjà? J'ai pas vu beaucoup de choses, mais j'ai vu un truc qui m'avait intéressé sur le sujet. C'était que, ah putain, oh là 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 là. C'était il y a Alors, longtemps ça. je commence avec un truc que j'ai en tête et comme Ouais, ça, vas-y, peut-être vas-y. que ça t'aidera à rebondir. Je crois qu'il y avait une notion de fibres de type, disons, 2X, donc les très explosives, Ouais. qui vont avoir tendance à se switcher en 2A Ah oui, il y a ça, oui. si du coup on les sollicite pas. Oui, C'est ça? oui, ça Ou c'est, c'est oui. trop simplifié? Non, non, c'est ça, c'est ça. Il y a les fibres de type de X. D'ailleurs, c'est grâce à Papy Gorille hein, qu'on a ça. C'est des fibres ultra rapides, donc avec peu de mitochondries, Ouais. qui métaboliquement sont extrêmement efficientes Qu'est-ce que tu veux dire par extrêmement efficient? pour des efforts de courte intensité. Pour Ouais, l'utilisation de la créatine, ouais, voilà, ça génère des efforts ultra explosifs, ultra puissants. ouais. Alors, c'était quoi l'histoire déjà? C'était les transitions de fibres. La transition de fibres. Lorsque l'on s'entraîne, euh, on diminue. En fait, vous avez les fibres de type 2A, les fibres de type 2X, donc les fibres rapides, et de l'autre côté, donc on va dire les fibres de type 1, en général. Lorsque vous entraînez, vous diminuez le pool accessible de fibres type 2X qui vont se transformer en type 2A. Et vous pouvez même générer ensuite des transitions entre type 2A et fibres lentes, si vous faites des entraînements plus axés du coup endurance. Si vous faites des entraînements axés force, vous allez créer beaucoup de fibres type 2A et le pool de fibres 2X va se réduire. Mais par contre, si vous arrêtez de vous entraîner pendant un certain temps, c'est à ça que sert l'affûtage, votre pool de fibres type 2A va se réduire un petit peu et votre pool de fibres de type 2X va réaugmenter. Et c'est parfait parce que pour des efforts qui sont extrêmement explosifs, comme l'haltérophilie, le sprint 100 mètres, c'est ce que veulent les athlètes. Ils veulent avoir des fibres qui maximisent derrière un geste explosif et fort. Et la proportion, elle est, je crois qu'on regagne, j'avais le papier, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est entre 5 et 15% de fibres de X qu'on regagne derrière. En combien de temps? Alors l'étude était faite, il me semble, sur 2 mois d'arrêt, je crois.
Ah, Alors, c'est long quand même. 2 mois d'arrêt, ça va au-delà de Ouais. l'affûtage, hein. Ouais. Ouais, parce que c'est marrant, je vais écouter un podcast avec Christian Blumenfeld, Ouais, l'athlète Ironman, ouais, enfin l'athlète de triathlon long, enfin pas si long que ça parce qu'il fait des sprints aussi, enfin bref. Et il parlait justement de cette idée de ses affûtages à lui avant une course de longue distance, donc Ironman par exemple. Il fait des affûtages qui sont très très courts. Et un truc qu'il citait, c'était bah, je veux éviter justement de rebasculer trop du côté glycolytique, si on prend le modèle oxydatif glycolytique. ouais. Et du coup, bah, pour maximiser ce potentiel oxydatif, il va réduire la durée de son affûtage pour maintenir ses qualités, être le mieux possible au moment de la course, quoi. Ouais. Et donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que des fois, c'est pas nécessairement clair. On se dit, ouais, quand tu fais de la force, c'est type de X. Mais pas nécessairement, en fait. Ça dépend la manière dont tu génères cette force. Si tu génères cette force de manière très, très instantanée ou très, très courte dans le temps, on pense à des lanceurs de poids, on pense à des sauteurs. Là, on est vraiment sur du type de X. En fait, les 2X et 2A s'utilisent toutes les deux en même temps. Mais D'accord. simplement, quand vous vous entraînez, vous maximisez le type de fibre de A parce que les adaptations d'entraînement et parce qu'on s'entraîne beaucoup demandent à ce que les cellules dans ces fibres-là soient suffisamment oxygénées pour créer les adaptations. Et donc, paradoxalement, du coup, il leur faut des mitochondries. Et donc, les fibres de type de X vont s'adapter beaucoup trop lentement par rapport à la demande de l'entraînement. C'est pour ça que du coup, elles se transforment en type de A. Donc, le corps s'adapte simplement à la demande qui lui est C'est imposée. Et ça. voilà. Sauf que comme nos ancêtres avaient vraiment beaucoup de fibres de type 2 et notamment des 2X, et ben, dès qu'on s'arrête, les cellules se remettent en mode économique sur le plan énergétique, d'un point de vue métabolique. Il y a moins de mitochondries et donc on repart en mode ultra explosif. Mais ça, c'est vraiment un héritage génétique de grand-papa. Est-ce que ça explique en partie la vitesse à laquelle tu perds tes adaptations d'endurance quand tu arrêtes, de manière, si on les met en relation au fait que tu perds pas si vite que ça les adaptations de force, de masse musculaire que tu développes au cours d'années d'haltérophilie, de force athlétique ou simplement de renforcement musculaire. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans ou... Ça, j'en sais rien parce que je trouve qu'il y a une grosse variabilité individuelle D'accord. et aussi que bah, on est quand même super nul en termes de force explosive, nous maintenant, par rapport à nos ancêtres. Ouais. Et donc, du coup, je sais pas si. Ouais, non, vraiment, j'ai pas de réponse par rapport à ce que tu me dis là. Ok, mais d'après ce que tu me dis là, dans le sens où si tu t'arrêtes de t'entraîner pendant un petit moment, tu vas en gros tendre vers ton héritage génétique Ouais, qui était plutôt fibre rapide, ouais, c'est ça? ouais. Ça aurait du sens que dans l'absolu, ben, en gros, si tu fais rien, tu vas plutôt maintenir ce qui se passe sur le haut du tableau en termes de fibres musculaires que sur le bas. Autant, et c'est intéressant, et comme tu l'as dit, c'est peut-être pas exactement comme ça que ça se passe, mais même au niveau théorique, ce qui est intéressant, c'est que ces mitochondries qui sont si importantes pour notre santé, pour notre longévité, pour même nos performances en sport, Ouais. euh, sont pas nécessairement, c'est pas le choix premier du corps au niveau génétique, au niveau de notre héritage, Bah, c'est pas le choix premier. Ouais, ouais. parce qu'on est biaisé côté fibre rapide, d'après ce que tu disais. C'est vrai que d'un point de vue génétique, si tu reprends nos Ouais, ancêtres, c'est vrai que on est plutôt axé force explosive et pas trop endurance. ouais, Mais par contre, le corps s'adapte vite. C'est-à-dire que dès qu'il oui, voit qu'on subit un effort qui est trop long, ben, les mitochondries envoient des signaux pour pour se répliquer. ouais. Donc, il y a peut-être qu'on est biaisé ouais, par rapport à ça, mais en même temps, on a cet organite en nous qui s'adapte très bien aussi aux stimulus. 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 Stimuli, Stimuli. un stimulus, des stimuli. Mais voilà. Ça va, J'ai si tu arrêté le continues, latin je en comprends. cinquième, moi. Écoute-moi. Euh, est-ce que tu as creusé le sujet de la mélatonine et des mitochondries? De la mélatonine et Ouais, mitochondries? Non. j'ai lu un truc qui m'a fasciné. C'est que, alors on parle souvent de mélatonine comme quelque chose qu'on peut prendre le soir pour mieux dormir ou pour mieux s'endormir, ou quelque chose qui est produit de manière endogène pendant la nuit par la glande pinéale, si je ne me trompe pas, ou par une partie du cerveau. Ah, la mélatonine, je suis vraiment pas trop calé là-dedans, donc Ok, alors c'est ce que je sais. Pour ceux qui savent mieux, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo. Et le truc qui m'a fasciné, c'est qu'il semblerait qu'en journée, quand tu es exposé à la lumière du soleil, hmm. c'est tes mitochondries qui sont productrices principales de mélatonine
qui du coup à ce moment-là est simplement un des antioxydants les plus puissants du corps, qui notamment s'occupe des radicaux libres. Tu parlais des mitochondries, des radicaux libres. Il semblerait que la mélatonine ait un rôle à jouer là-dedans et qu'elle soit produite par les mitochondries via l'exposition au soleil. Et que pendant la nuit, en fait, quand tu n'as pas cette source de lumière externe qui vient avoir cet impact sur les mitochondries, ou cet effet sur les mitochondries, bah, c'est le cerveau qui prend le relais, la glande pinéale qui prend le relais et qui produit de la mélatonine à ce niveau-là. Si tu n'avais pas entendu ça, je te laisserai creuser le sujet. Je t'enverrai une ou deux vidéos là-dessus. Quoi? Ça te semble. Ah non, mais c'est fou. Euh, Et je je- crois que ça se passe au niveau du cytochrome C. Tu me parlais du cytochrome C dans le système de transport des électrons qui est toxique à la cellule s'il est relâché de manière libre. S'il est dans la mitochondrie, il est isolé, on va dire, et il fonctionne dans cet écosystème-là. Mais d'après ce que. Et ça, je l'avais lu il y a 10 ans, je crois, l'effet sur un bouquin qui s'appelait Mitochondrie, en fait, qui parlait des mitochondries et qui parlait de l'importance du soleil, en fait, et de l'effet du soleil sur la respiration cellulaire et qui avait un effet direct entre je crois que c'était les infrarouges notamment, et le cytochrome C au niveau du système de transport d'électrons. Et apparemment, il y a la mélatonine qui joue un rôle là-dedans aussi. Là, tu donnes un argument en faveur des Lumériens, hein. Peut-être, peut-être. J'ai rien à vendre. Moi, alors, oui, je vais citer mon biais parce que je pense que c'est toujours bien. J'adore le soleil. Et plus les années avancent, plus les jours avancent même, et plus j'apprécie passer du temps au soleil. Et mieux je me sens quand je passe du temps au soleil. Et je contraste ça avec les années que j'ai vécues à Vancouver. Tout le monde adore Vancouver d'ailleurs parce qu'ils y vont pendant 2 mois pendant l'été et c'est super, il fait beau, il fait chaud, c'est génial, tu es au bord de la mer. Il est 10 Sauf mois que restants. pendant 10 mois de l'année, il pleut, il fait gris, tu n'as pas de soleil, il fait froid et tu es misérable. Donc voilà, ça c'est mon contraste, c'est mon biais. Euh, mais je me dis que c'est peut-être intéressant d'en parler. Oui, c'est rigolo ça. Juste, je me dis, les Lumériens, c'est une espèce de secte où ils pensent qu'ils peuvent se nourrir seulement avec la lumière et donc il y a des morts tous les ans, comme par hasard. Malheureusement. Mais ouais, du coup, ça m'ouvre encore une recherche biographique que je dois faire à l'avenir. Il y a une vidéo que j'ai regardée sur le sujet qui parlait, je crois, de. Et ça, c'est peut-être un sujet que tu connais un petit peu plus, du coup, bah, l'effet ou les bienfaits de la lumière rouge, de la lumière infrarouge au niveau de notre santé, au niveau de ces choses-là. L'exposition, parce qu'il y a ces lampes, j'en ai une d'ailleurs à la Ouais, maison, ouais. qui, de ce que j'ai vu en tout cas, ont l'air bien recherchées et que c'est assez clair que ça a un effet positif. Et du coup, ça, potentiellement, ce serait par ce biais-là. Ah ouais, effectivement, ouais. Ça ferait sens. Bah, là, encore une fois, c'est vraiment pas un sujet que je connais du tout. Ok. Mais du coup, ouais, mais ça veut dire que la nuit, euh, La mélatonine qui n'est pas produite par les mitochondries est produite par notre glande pinéale ou ouais, je me rappelle plus exactement la source, mais je crois que c'est ça. je serais curieux de savoir du coup le mécanisme exact de production de la mélatonine la nuit par le cerveau. Ouais, Parce que le cerveau, c'est des neurones, et les ouais, neurones, ça contient des mitochondries aussi. Donc, il doit y avoir un truc oui, bizarre qui se passe, surtout au niveau du switch. ouais, euh, Parce que ça veut dire aussi que les mitochondries du cerveau doivent produire aussi la mélatonine en journée. ouais. Et donc, il doit y avoir un switch métabolique rigolo C'est qui le doit être système de intéressant. backup qui prend le relais. Ouais, En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Donc, affaire à suivre là-dessus. ouais. Merci, merci la Comme si tu n'avais pas assez de lecture à faire encore. C'est ça. Putain. Bon, on reste sur les mitochondries parce que moi, ça me va bien. Ouais. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui te saute à l'esprit encore, qu'on n'a pas encore mentionné au sujet des mitochondries? Qu'est-ce qui t'intéresse? Ou un champ de recherche qui est en développement à l'heure actuelle sur les mitochondries? Moi, ce que j'aime bien, c'est dans les mitochondries, c'est les protéines de découplement des mitochondries. D'accord? Qu'est-ce que le découplement mitochondrien? Bah, faut le définir parce que Oui, oui. C'est c'est alors. marrant parce que je l'avais noté. Je sais pas si tu l'as vu, mais je l'avais noté en plus dans les sujets. Ah, mais ça, c'était sujet, ça? Ouais? Ah, ben d'accord, super. Ah, ben, Ah ben, on en a touché un demi pour un peu, l'instant. ouais, Il faudrait qu'on fasse 7 podcasts pour tous les faire. c'est ça, ouais, au moins. Des podcasts à thème. Euh, de votre mitochondrie, donc, elle a une membrane interne. Et dans l'espace intermembranaire entre la membrane externe et la membrane interne, vous avez des ions H+. Et plus ces H+, sont en quantité importante, il y a une concentration de H+, importante, plus ça permet, par le biais de la chaîne de transport des électrons, qui se fait par des complexes protéiques particuliers, il y en a 5, plus ça permet de facilement recycler l'ADP en ATP. Et une analogie que j'ai entendue récemment qui est assez parlante, je trouve, c'est qu'en gros,
ton complexe 1, tes complexes 1 à 4 Ouais, pompent les protons euh, dans cet espace intermembranaire, ouais, donc génère un gradient, une pression, ouais, comme quand tu souffles dans un ballon. Donc tu remplis un ballon, ouais. d'accord? Et ensuite tu mets un scotch sur le ballon parce que si tu piques le ballon avec une aiguille, ben, le ballon explose. Donc tu mets un scotch, tu piques, Ouais. donc tu as un petit flux d'air qui sort et tu poses le doigt dessus, d'accord? Et admettons que tu as une petite hélice à air que tu mets juste devant. Quand tu enlèves ton doigt, tu as l'hélice qui tourne. Le complexe 5, c'est une hélice qui tourne à, je crois, 7000 tours secondes ou 10 000 tours secondes, un truc comme ça, qui Ah ouais? régénère l'ADP en ATP. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort. Le petit carrousel cellulaire. Ouais. Ah, le carrousel à 7000 tours, faut, Faut être bien faut accroché. accrocher ton entier, hein. Donc voilà, je te laisse continuer. Euh, euh, Espace intermembranaire, les protons, les ions H+, les ions H+, ouais, ouais. Donc, du coup, plus votre gradient est fort, et plus, du coup, vous allez pouvoir recycler de l'ADP en ATP. ouais. Mais quand vous recyclez énormément d'ADP en ATP, vous générez également beaucoup parfois d'erreurs sur le plan réactionnel au niveau des réactions chimiques, donc beaucoup de radicaux libres. C'est pas forcément une mauvaise chose si la cellule peut les gérer derrière par l'autophagie, par tout un tas de choses, mais Mélatonine, par la mélatonine, apparemment. apparemment. Mais ça peut être, comment dire, perçu comme un bruit de fond inflammatoire pour la cellule ou par le système immunitaire. Du coup, en fonction des situations, la mitochondrie, elle a des protéines de découplement qui sont en fait des petits canaux qui se mettent sur la membrane interne de la mitochondrie pour du coup lâcher du Relâcher la lest, pression. relâcher la pression dans ton D'accord. Ouais, analogie. ouais. Et on sait que il existe 5 types de protéines de découplement différentes. Pourquoi il y en a 5 types? J'en ai aucune idée. Ça me révulse. Est-ce qu'il doit y avoir une raison? Il doit y avoir C'est une ça. raison. Il doit y avoir une raison. Et je ne comprends Vincent pas. n'aime pas comprendre. Ouais, Vincent n'aime pas ne pas ne pas comprendre. comprendre. Mais il y a une raison qu'on ne connaît pas. Et on sait que chacune de ces protéines de découplement, si elles fonctionnent mal, sont associées à tout un tas de maladies de civilisation qui sont parfaitement connues et parfaitement reconnues d'un point de vue scientifique. Je t'enverrai le papier si tu veux. Ouais, vraiment, c'est. C'est très très fort. Donc, ça montre d'ailleurs à quel point, d'un point de vue global, la mitochondrie joue un rôle tant du point de vue de la santé que derrière d'un point de vue C'est pathologique. quoi les impacts principaux Ah, ils sont multiples. du Il y a dysfonctionnement le tableau, il y a 40 maladies. Donc, D'accord. il y a du cérébral, il y a du musculo-squelettique, Ah ouais, il y a du métabolique. ouais, Donc, non, je ne me rappelle plus exactement, mais il y a vraiment beaucoup de choses différentes. ouais. Ça touche à tout, Ok, quasiment à tout. ok. Et donc, du coup, ces protéines du couplement permettent de faire décomprimer le ballon. Et l'avantage, c'est que quand elles font ça, du coup, donc il y a moins d'ADP qui est recyclé en ATP, il y a plus de chaleur qui sont produites, par quoi d'ailleurs? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. La manière dont je le comprends, c'est que, en gros, c'est le moteur est moins efficient, du coup, il produit plus de chaleur. Plus de freinage, quoi. Ouais, Il y a moins il y a moins de rendement, si on veut. ouais, Si tu as sur 100% de trucs d'énergie que pourrait produire le moteur, et ben, si tu as 10% qui sort en chaleur, ben, tu as un ouais, rendement de 90%, quelque chose comme ça. ouais. Après, pourquoi c'est de la chaleur? Ça, je suis pas complètement sûr non plus. Moi non plus, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Non. Là, ça me vient je viens de me poser la question. Là, Pourquoi chaleur? bon, on trouvera ça À tout à l'heure, creuser. hein. Ouais, On va creuser. on va creuser. Euh, sauf que c'est un avantage à l'échelle humaine de générer plus de chaleur et moins d'ATP, c'est juste de se protéger contre le froid, Surtout si tu habites dans des pays où il fait. très froid. Donc, si vous êtes en Russie, en Norvège et compagnie, c'est intéressant pour vos mitochondries d'avoir des protéines de découplement qu'on appelle UCP très actives parce que du coup, vous allez générer beaucoup plus de chaleur. À l'inverse, si vous êtes en Éthiopie, vous voulez plutôt maximiser sur les plus hauts plateaux qui sont chauds l'efficacité de vos mitochondries parce que vous êtes dans un pays où les gens courent et que si vous ne courez pas, vous êtes exclu socialement. Et c'est, d'après ce que je comprends, c'est la raison pour laquelle on va dire, pour un niveau de performance donné, par exemple le marathon au niveau élite,
Les Kenyans ont des VO2 max qui sont plus basses par rapport aux gens qui viennent des pays nordiques, à performance égale. Ouais, Parce que ouais. les Nordiques, ils vont pouvoir consommer plus d'oxygène, mais ils ont un rendement qui est moins efficient parce ils ont plus de découplage, parce qu'ils ont besoin de produire plus de chaleur simplement du fait qu'il fait froid. Ouais. Et donc, disons que tu peux avoir une VO2 à 85 millilitres par kilo par minute. Ben, Ce qui est outrageux, hein, à ce niveau-là. ouais, ce qui est dégoûtant Ouais, même. Et ben, pour eux, le fait d'avoir ce haut chiffre, ça ne se traduit pas nécessairement en performance parce que leur moteur mitochondrial est moins efficient, leur rendement est moins haut ouais, comparativement à un Kenyan ouais, qui a une VO2 max qui est légèrement plus basse, ouais. mais qui est beaucoup plus couplée et qui a un rendement bien meilleur. Ça a du sens? Ouais, totalement. Ça fait parfaitement sens d'un point de vue biologique. Mais du coup, est-ce que si au niveau évolutif, tu as moins de protéines de découplement, tu es plus enclin à avoir des dysfonctions à ce niveau-là? Ou c'est à un autre niveau que ça se joue? Les protéines de découplement, il y en a partout, enfin chez tout le monde, mais Ouais. simplement, peut-être que certains en ont plus que d'autres, Hum, où les adaptations épigénétiques de la mitochondrie à l'effort est plus ou moins importante. hum, C'est-à-dire que, en gros, la capacité de rendement de votre mitochondrie, elle est bornée, et en fonction de votre ethnie ou de votre passé génétique, elle est bornée sur une certaine portion du spectre plutôt qu'une autre. Euh, il doit y avoir un lien. J'ai pas regardé ça, mais je suis sûr que ça existe. Il doit y avoir un lien entre euh, le gène de l'obésité, l'acide urique et les protéines de découplement. l'acide urique, c'est quoi? L'acide urique, c'est un déchet métabolique euh, issu du métabolisme des purinucléotides. En gros, dans la cellule, vous avez plusieurs métabolismes qui sont à l'œuvre. Vous avez le métabolisme, on va dire, vous avez le métabolisme qui se passe dans la mitochondrie, donc c'est le cycle de Krebs, et vous avez plein de métabolismes intermédiaires qui se passent dans le cytosol, d'un point de vue juste énergétique hein, pour le sport, notamment donc le cycle des purines nucléotides, qui en fait permet comment dirais-je, d'utiliser des déchets métaboliques du cycle du glucose pour le recycler et recycler de l'ATP. Mais la conséquence de ça, c'est qu'il y a des ions phosphate qui se perdent par-ci, par-là, et ça crée un déchet métabolique dont on ne peut rien faire, qui est l'acide urique. Hum, Enfin, que nous, on peut rien, dont on peut rien en faire, mais nos ancêtres, grand-papa gorille, c'est ce que j'expliquais avec Lynn, ils avaient une enzyme, l'uricase, qui permettait de redécouper et donc de recycler cet acide urique. Et donc, du coup, tout se passait très, très bien. on l'a plus. On l'a perdu à cause d'une ère glaciaire. Ah, Et du la- coup, on sait laquelle? oui, entre 13 millions et 16 millions d'années. Ah, il y a très longtemps. Ouais, il y a un sacré paquet de temps. Ouais. Mais du coup, ça me fait rebondir, tu vois, sur cette histoire de protéines du découplement. Il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir un lien par rapport à ça. Ok. À l'époque, de ce qu'on sait, à l'époque, vous aviez en gros grand-papa gorille qui était super sec, super gainé, fibre de type 2, 5% de body fat. Tu le regardes dans les yeux, il te met une tarte, t'es mort. Chargé comme un poney. Voilà, c'est ça. Les natis. Euh, de la testo dans les myrtilles. Et puis, il a fait froid. Comme il a fait froid, la théorie, c'est qu'ils ont dû ils ont dû modifier leur comportement alimentaire. Hum. Ils ont dû commencer, puisqu'il n'y avait plus de plantes, plus rien, à manger d'autres choses pour lesquelles ils n'étaient pas forcément très adaptés, donc des petits animaux. Ah, c'est par Et là que ça a commencé, potentiellement? peut-être, ouais, c'est une hypothèse de recherche à D'accord. l'heure actuelle. Et il y a eu une mutation génétique au sein de la population de grand-papa, où certains d'entre eux, du coup, ne dégradaient plus l'acide urique. Hum. La conséquence de ne plus dégrader l'acide urique, il y a une voie métabolique dont j'ai oublié les composants essentiels, mais qui existe, qui a été démontrée il y a 5-6 ans déjà maintenant.
L'acide urique en excès va venir perturber la mitochondrie. Ça va l'obliger à générer plus de chaleur. Donc, forcément, il doit y avoir des protéines, voilà, il doit y avoir un Ouais. découplage mitochondrial. Et ça a tendance aussi derrière, ensuite, comment ça s'appelle déjà? Bon, j'ai oublié le nom de la molécule, mais il y a une protéine en fait qui a clé dans tout ça et qui en fait force à créer des triglycérides et donc au stockage de gras. Ah, Alors c'est rigolo du coup, parce que d'un côté, on a des espèces de bodybuilders à 5% de body fat ultra adaptés à leur environnement chaud, ouais. et de l'autre côté, on a des petits gros, puisque forcément ils sont plus gras, avec des caillots dans les reins, des maladies cardiovasculaires, un body fat à 20% qu'on ne peut pas montrer sur Instagram de l'époque. Et sauf que qui c'est qui a survécu parce qu'il fait froid? Le gras, C'est les petits gros. le petit gros. Ouais, ouais. Voilà, entre guillemets. Donc, c'est ça qu'on pense qui s'est passé. C'est une théorie sur le sujet. Et du coup, ça expliquerait pourquoi les singes d'aujourd'hui sont hyper secs, parce qu'eux, ils peuvent toujours dégrader l'acide urique. Ouais, Ça expliquerait pourquoi nous, on ne peut pas être à 5% de body fat toute l'année, ouais. entre guillemets. Surtout si t'es natif. Surtout Stellati, et musclé, très musclé. Et ça expliquerait en fait pourquoi en fait on a tout un tas de maladies de civilisation qui se sont créées en fait pour simplement survivre au froid. Ah, donc Euh, le fait de stocker des graisses, ouais, c'est adaptif. c'est adaptatif, ouais. Adaptatif au niveau du froid. Ouais. Et alors, il fallait bien un mécanisme clé ensuite au niveau conscient de l'animal pour qu'il absorbe des choses qui vont maximiser la production d'acide urique. Ouais, Et ce mécanisme clé, c'est le fructose. d'accord. Et du coup, en absorbant du fructose, on maximise la production d'acide urique. Et donc, on maximise la production de gras. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de fruits, hein. Je ne dis pas ça, attention. Attention. Il s'avère juste que dans le métabolisme de dégradation du glucose, vous obtenez forcément du fructose à un moment donné ou à un autre. Et ce fructose, si vous n'avez pas assez de mitochondries, il va partir dans le cycle des purines nucléotides et il va se faire dégrader la gueule en acide urique. Et derrière, ça fait du gras. Ah, À l'inverse, si vous avez suffisamment de mitochondries, du coup, le fructose se fait décomposer essentiellement en lactate et un peu en pyruvate, faut mais écouter surtout en lactate. sur la carte. Et T'as donc, bien du écouté les coup, dernières vidéos. ouais. Et donc, du coup, tout va bien dans le système. Et donc, il y a très peu de gras qui est stocké. Est-ce que c'est pour ça que quelqu'un qui est très entraîné tolère du coup le sucre, donc, tolère beaucoup mieux, même pas le sucre en général, mais toute forme de sucre, dans le sens où ils ont l'infrastructure pour l'assimiler, pour la décomposer. Je pense à. Alors, ça, pour eux, ça devient une nécessité en fait au niveau calorique parce ils doivent se nourrir, mais quand les cyclistes sortent faire 6 heures le week-end et Ouais. qu'ils ont un gros niveau, ils s'arrêtent pas à la station essence pour acheter 3 pommes. Hein? Ils Ça vont, dépend, il y a de l'EPO dedans ou pas? arrête, on parle que de natifs sur ce podcast. Ouais. Que de natifs. Euh, Dans le sens où ils vont être obligés d'aller vers des aliments qui sont très denses parce faut qu'ils s'alimentent. Ouais. Et cette alimentation ne va pas nécessairement avoir un effet délétère sur leur santé, du fait qu'ils ont l'infrastructure et ils en ont aussi le besoin au niveau énergétique. Ouais. Ouais, c'est cohérent, ouais. Donc, en gros, on en revient à. Alors, c'est peut-être. Je l'avais appris dans un autre contexte, le fait de mériter ses glucides. Il faut mériter tes sucres. Donc, faut que tu ailles bosser, il faut que tu ailles t'entraîner pour mériter de les manger. Alors, c'est un dicton un petit peu absolu, on va dire, peut-être un peu trop extrême, mais ou pas? Qu'est-ce que tu en Non, penses? de fait de mériter ses glucides? Ouais, Oh, non, non, hein. t'es d'accord? Moi, j'ai dû créer mon gosse comme ça, T'as pas mérité tes hein. glucides. Non, non, oui, oui. Mais en fait, Est-ce que c'est une bonne manière de réfléchir? ouais, mais nous, il faut qu'on mérite nos glucides parce qu'on est sédentaire. Ouais, Mais il y a ne serait-ce que 200 ans, de ouais, par le mode de vie, on ouais, bossait toute la journée. Tu mérites tes glucides forcément, puisque tu bosses toute la journée, ouais, voilà. voilà. Ça dépend de ton mode de vie, quoi. C'est ça, ouais. Ça dépend. Si tu es sur un chantier 8 heures par jour Ils ou sont, assis à un bureau, c'est c'est pas pas la même pareil. chose, ouais. C'est pas pareil. Exactement, exactement, exactement. Et d'ailleurs, à propos du fructose, un truc rigolo, il y a une étude qui a montré
c'est par rapport à la balance calorique. Vous savez, la plupart du temps, c'est quelque chose auquel je croyais profondément avant. On vous dit calories in, calories out. Si vous voulez maigrir, vous mettez en déficit calorique. Si vous voulez grossir, vous mettez en surplus calorique. C'est assez basique. Il y a des raffinements ensuite au niveau de la composition de vos repas, mais voilà. Et en fait, on sait que c'est un peu faux, ça, depuis quelques années, à cause du sel. Parce que le sel maximise euh, la production de fructose, et donc maximise la production d'acide urique, et donc maximise l'absorption, pardon, la création de graisse, le stockage de graisse. Et du coup, ils ont testé ça, c'était chez les souris. Il leur faut prendre exactement le même régime alimentaire en termes de calories, sauf que les unes ont beaucoup plus de sel. Genre, comme c'est des souris, pas d'éthique, donc on leur met la dose de sel. Et elles ont gagné, si je me rappelle bien, c'était entre 20 et 30% de body fat en plus par rapport aux autres. D'accord. Et donc la conséquence métabolique et la conséquence du coup théorique que ça a pour nous en tant qu'humains, c'est que quelqu'un qui mange trop salé sera plus gras que quelqu'un qui mange moins salé, exactement pour le même gabarit, pour le même apport calorique, pardon. Donc il y en a un qui sera plus gros, plus lourd objectivement. D'accord. Et donc Ça, c'est indépendamment de l'apport de la calorique. route, oui, mais de la routine sportive. Ah non, non, pas oui, là ce que je te dis, c'est isolé, hein, Ouais, bien d'accord. sûr. Quand tu fais du sport, tu as des pertes en minéraux, donc il faut du sel, hein, Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est parce que la plupart des gens mangent trop salé en général. ouais. Et ça peut être un levier simple pour faire diminuer la production d'acide urique, qui est quelque chose en plus de base qui est pas bon pour tout un tas de raisons au niveau cellulaire, parce que ça fatigue la cellule et donc du coup elle doit maximiser son autophagie cellulaire. En général, en plus, quand il y a beaucoup d'acide urique dans la cellule, ça veut dire que les mitochondries sont pas si efficientes que ça. Or, les mitochondries sont responsables de la santé et de la qualité de la macrophagie cellulaire, non, donc des autophagosomes et compagnie, toutes ces saloperies, les lysosomes, les Ceux qui endosomes. font le recyclage. Voilà. Nettoyage, recyclage. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on est toujours coincé entre soit un cercle vertueux en faisant du sport, soit un cercle vicieux et négatif qui nous conduit aux maladies. Il y a, de ce que je comprends en tout cas à l'heure actuelle, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Une chose à laquelle ça m'a fait penser quand tu as parlé de ce stockage de graisse, de Ouais. lipides. Quand est-ce qu'on dit triglycérides, quand est-ce qu'on dit lipides? Rappelle-le-moi. C'est quoi la différence entre Un les lipides, c'est au niveau alimentaire, triglycérides, c'est au niveau des stockages, c'est ça? triglycérides, moi je l'emploie quand je parle de biochimie. D'accord. Euh, mais par contre, les lipides, ouais, c'est ce qu'on emploie au niveau alimentaire. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un chevauchement au niveau de la définition? Je sais pas ça. Bon, faudra qu'on regarde ça plus tard. Ouais, Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que bah, on sait que par exemple le lactate, entre autres, est une molécule de signalisation ouais, qui, quand elle est présente en quantité importante dans le sang, par ouais. exemple, va dire à notre corps d'arrêter d'aller chercher dans les stocks de graisse. Ok. C'est-à-dire elle va limiter la lipolyse, Ouais, du coup, la la bêta-oxydation. disponibilité et ensuite l'oxydation Ouais, des graisses, qui est en fait l'inverse. Donc là où je veux en venir, c'est que, parce qu'il faut bien replacer la zone D à un moment donné, si tu es à basse intensité, que tu n'as pas d'accumulation de lactate importante dans le sang, ouais, eh ben, ça va te laisser libre champ à aller chercher ces stocks de graisse ouais, et à les utiliser. ouais, Alors que si tu es tout le temps à balle, eh ben, cette accumulation de lactate fera que tu ne vas pas pouvoir accéder à tes stocks de graisse, en tout cas pas par ce biais-là. Après, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas perdre de la graisse corporelle en ouais, ouais. t'entraînant en haute intensité, on est d'accord. Oui, Mais ça, au oui. niveau du mécanisme en lui-même, ça m'a fait penser à ça. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai voulu regarder, mais j'ai pas eu le temps. J'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus sur la différence entre l'utilisation des graisses intracellulaires et Oui, l'utilisation des graisses extracellulaires, et comme quoi la zone 2 en fait, maximise l'utilisation des graisses intracellulaires, oui, et peut-être pas tant que ça. oui. euh, Alors, d'autres. de ce que je comprends, une personne très entraînée en endurance va avoir des stocks de graisse intracellulaire, donc littéralement à côté des fibres musculaires, qui sont beaucoup plus importantes qu'une personne qui n'est pas active au niveau sportif. Et c'est pareil au niveau du glycogène, en fait. Tu as des petites poches de glycogène qui sont, si pas dans les fibres, juste à côté des fibres, Mm, entre les fibres, parce qu'en gros, il faut des stocks d'énergie juste à côté de là où on va les utiliser. Et donc, plus tu t'entraînes, et plus tu vas développer ces mini poches de stockage proches de là où tu vas les utiliser. Et donc, le truc que j'avais trouvé
en étudiant un petit peu l'utilisation des graisses comme substrat énergétique, notamment à basse intensité via les mitochondries, euh, c'est que plus tu es entraîné et moins tu vas aller utiliser tes stocks de graisse extracellulaires parce que plus tu en as juste à côté en fait. Ah ouais. Bon, après, si tu es à ce niveau-là, tu fais déjà tellement de sport que tu vas pas être très, très gras de toute manière. Et le but, c'est pas de toute façon de perdre, entre guillemets, des graisses via ce processus-là. Mais Ouais. c'était intéressant de se dire que plus ton niveau est haut, et moins, en fait, tu vas dépendre directement des stocks extracellulaires parce que tu as des stocks intracellulaires plus importants. Il y a un autre truc aussi, c'est que je crois que. Alors, je connais pas le mécanisme exact au niveau cellulaire, niveau hormonal, mais le simple fait de la recherche de thermorégulation pousse forcément les athlètes d'endurance à être plus maigres. D'accord? Et aussi avec des muscles pas trop gros. Parce que un muscle qui consomme de l'énergie et qui fonctionne pendant des heures et des heures et des heures, il rayonne d'un point de vue thermique tellement de chaleur que la seule façon pour que cette chaleur ne soit pas destructrice au niveau cellulaire, c'est d'éviter d'avoir des couches adipeuses qui viennent bloquer, qui viennent faire office d'isolant. Donc, si tu as moins de surface, Ouais, c'est pour ça que les rennes ou les chevreuils, enfin, les animaux de ce genre, ont des tailles très très différentes dans le nord et proche de l'équateur. C'est à cause de la surface et de la température et de la thermorégulation, justement. c'est vrai? Ouais. Eh C'est pour ben, ça que t'as les mousses, je sais pas comment tu appelles ça les quoi, les? mousses, c'est ceux avec les grands, Ah, les élans? les élans qui sont énormes. On n'a même pas idée à quel point ils sont grands, ces trucs-là. Tu peux passer, avec une petite voiture, tu peux passer sous un élan qui est très très grand. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, c'est une histoire de thermorégulation parce que là où il fait chaud, tu vas avoir moins de surface. Du coup, tu as des animaux qui sont plus petits. C'est ce que j'avais écouté Joe Rogan et il parlait de chasse et de justement ces différences entre ces bêtes. Et c'était une histoire de thermorégulation. Du coup, ça fait sens, hein. Ouais, Ça fait sens, hein. ouais. Bon, on est bien là, hein. Je pense qu'on est pas mal. Ouais. Vincent, on a, on a même pas touché la majorité des sujets dont je voulais parler. Bon, pour vous dire, on avait mythologie, civilisation ancienne, physique théorique, mathématiques. Alors, on a touché le vieillissement. Le damper, on le gardera pour une autre fois. Ouais. Mais je pense qu'on est pas mal là. Ouais, on est bien. C'était sympa. Très. J'ai beaucoup apprécié. Ouais, À refaire. à refaire. Et dans ce cadre-là, c'est bien pour réfléchir. Ouais, c'est agréable. Il fait Super. beau. Vous voyez Euh, pas, mais on a un cadre magnifique et très apaisant. voilà. Ceux qui nous ont écoutés uniquement en audio, venez passer un petit peu de temps avec nous sur la vidéo YouTube ou sur Spotify. Maintenant, Spotify fait vidéo également. Vincent, ouais, ouais. Vincent, pour ceux qui souhaitent te suivre, Vous pouvez me suivre sur Instagram. Je fais des posts sur les marqueurs du vieillissement cellulaire et sur les solutions aux marqueurs du vieillissement. Je fais ça de temps en temps. Je ne suis pas un YouTuber pro, donc j'avance tranquillement. Mais j'essaie de faire un contenu de qualité avec des références scientifiques. Et voilà. accessoirement, tu es une machine de guerre sur le rameur aussi. Ouais. Bon, ça Et, va, ouais. et tu coaches. Et je coach. Ouais. Est-ce que tu as une spécialité Ma spécialité, c'est la prophylaxie, c'est la prévention des blessures. Et l'idée, c'est de, disons, faire en sorte que les gens que je suis aient une condition physique générale globale qui soit excellente. Et après, bah, s'ils ont envie de se spécialiser dans un truc en particulier, ils y vont. Et comment dire, mon petit outil à moi, c'est ce que j'appelle les standards de santé. C'est des outils que j'ai mis en place pour être sûr en fait qu'on est dans les clous et qu'on ne peut pas se blesser en faisant tel ou tel exercice ou en mettant telle ou telle charge. super. Donc, si les gens sont intéressés par tes services, Bah, vous pouvez me contacter sur Facebook ou sur Instagram à Vin Elf Standard. lien dans la description. Lien dans la description. Merci Vincent. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées et bien plus. Donc n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!